Bonjour à vous trois. Merci, vous êtes des acteurs du développement territorial. Chacun a des titres différents. On a envie de faire connaissance avec vous et d'échanger un peu sur votre rôle au quotidien justement pour ce développement territorial. Thierry Laroupon, d'abord, vous êtes à la tête de BNP Paribas Real Estate. Donnez-moi quelques mots pour bien connaître votre structure BNP Paribas Real Estate. Bien volontiers. Donc il s'agit d'un groupe qui effectivement est détenu à 100% par le groupe BNP Paribas. Sa spécificité, déjà c'est ça, parce que je crois qu'on est le seul groupe immobilier à être détenu par un groupe bancaire européen. On est également multimétier, puisqu'on a une activité investment management, une activité property management, une activité d'advisory et une grosse activité de promotion résidentielle et tertiaire. Donc on est vraiment sur les 5 métiers de la chaîne de création de valeur. Voilà. Et un groupe européen, puisqu'on est implanté sur 16 pays. Bruno Donjon de Saint-Martin, Unibail Rodamco, Westfield, vous êtes le directeur des Offices France, et ça, Managing Director. Racontez-moi exactement ce qu'est cette structure. Unibail Rodamco Westfield, on est la première foncière cotée européenne, la deuxième en matière de centres commerciaux à l'échelle mondiale. On exerce sur le continent européen et aux États-Unis, sur des métiers de commerce, de bureaux, d'hôtellerie, et puis de plus en plus des projets mixtes qui imbriquent ces différentes fonctions. Arthur Mamoumani, alors architecte, il y a beaucoup d'architectes, vous êtes un architecte aussi à part, comme chacun doit l'être forcément. Vous, je vous ai suivi récemment dans une aventure juste incroyable. Vous avez créé la fameuse structure incroyable de Burning Man aux États-Unis, à laquelle vous avez mis feu d'ailleurs à la fin, puisque c'est la tradition. Un architecte qui crée une œuvre incroyable et qui met le feu à la fin, c'est forcément un type barré, c'est pour ça qu'on voulait l'avoir avec nous. Racontez-nous votre métier, Arthur, exactement. Je suis architecte, mais je suis aussi enseignant à l'Université de Westminster à Londres. Je viens tout juste de Londres ce matin. Merci d'être là. Et j'ai aussi un Fab Lab à Londres qui s'appelle le Fab Pub. Et je reviens tout juste de Burning Man où on a construit le temple, qui est la structure principale. Une structure en bois de 60 mètres par 20 mètres de haut, construite avec 140 volontaires pendant 6 mois. Voilà. Incroyable. Allez voir cette vidéo sur Internet, c'est juste incroyable, en plein désert. La structure d'Arthur est juste fantastique. On va parler du développement territorial avec chacun d'entre vous. On va essayer de détailler peut-être certaines tendances. Thierry Laroupon, j'aurais commencé avec vous. On parle de villes beaucoup plus mixtes. Qu'est-ce qu'on entend par ville plus mixte? Quelles sont les tendances sur lesquelles vous travaillez? Alors, je crois que le dialogue qui a eu lieu tout à l'heure entre un architecte, Nicolas Lenné, et puis le maire de Nancy, est tout à fait révélateur de cette évolution de la ville. Ils ont parlé d'une ville co-construite et je crois que c'est vraiment ce qu'on vit en tant qu'acteur de la création de la ville. C'est que si on prend les différents projets sur lesquels on s'exprime, tant en Ile-de-France qu'en région, on est vraiment de plus en plus dans de la co-construction avec les élus. Le maire de Nancy a été très clair là-dessus, avec les architectes, avec les écosystèmes de start-up que l'on a pu faire. Je vais vous donner un exemple. On a remporté un appel d'offres de la ville de Paris dans le cadre d'Inventer Paris, qui est une opération qui s'appelle Terne, qui est une opération qu'on va littéralement co-construire sur le périphérique, donc sur quelque chose qui n'existait pas, puisque c'était un espace vide. On va transformer des mètres cubes en mètres carrés. On va le construire en bois, donc ça veut dire que la ville, elle va être innovante, puisqu'elle est construite sur le périph'. Elle va être vertueuse, je pense, puisqu'elle va être construite en bois, ça veut dire moins de pollution, moins de délai de construction également, mais peut-être plus d'inventivité. Elle va être réversible, puisque le bois permet cette faculté-là, effectivement, de réversibilité dans le futur. Elle va être très inclusive, puisque auparavant, on était très dans la construction d'immeubles de bureaux un petit peu monolithiques. Et là, dans cette opération, on va avoir 3000 m² d'espace vert avec des serres horticoles et un jardin d'été. On va avoir des espaces de commerce, on va avoir du logement en accession, du logement social, on va avoir des start-up avec du coworking, on va avoir des bureaux également. Enfin voilà, donc on va avoir 5-6 usages, alors qu'auparavant, on aurait été beaucoup plus sur quelque chose d'assez classique avec une ville un petit peu monoproduit, mono-usage. Ça, c'est un exemple de ce qu'est la ville de demain. Vous l'imaginez comment tous les trois, cette ville de demain, si vous deviez, ou quand en repas de famille, on vous pose la question tous les dimanches peut-être, qu'est-ce que vous répondez à ça, la ville de demain? Je pense qu'on l'imagine effectivement multifonctionnelle et très très dense, très très concentrée, avec une imbrication des usages qui est de plus en plus forte. Beaucoup plus qu'aujourd'hui? Beaucoup plus qu'aujourd'hui, on voit que c'est une tendance de fond. D'accord. On a une perméabilité aujourd'hui beaucoup plus forte entre notre vie professionnelle, notre vie personnelle, notre vie sociale, qui est une perméabilité qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a 15 ou 20 ans. D'accord. Et donc ça, c'est une transcription à l'échelle urbaine qui va s'effectuer, où on va avoir cette même imbrication et cette même perméabilité des fonctions, comme on peut le retrouver à l'échelle personnelle. Arthur, la ville de demain, vous en savez quelque chose? Alors moi, je travaille et vis dans un espace qui est fait de containers de bateaux et qui sont assemblés en fonction de l'occupation, c'est-à-dire que parfois il y en a plus, parfois il y en a moins. Donc la ville de demain, je pense qu'elle va grandir, elle va décroître
On en parlait de l'économie circulaire et du fait que les bâtiments finis ne sont pas forcément quelque chose qui va rester. Oui. Ils vont évoluer très vite, positivement et négativement en fonction de l'économie. Et je pense que c'est très important d'y réfléchir. Nous, on réfléchit à des robots qui permettent de relocaliser des éléments dans la ville. Je sais qu'il y a beaucoup de villes qui explorent les transports à câbles, c'est-à-dire l'idée de câbles dans l'espace qui crée finalement une ville tridimensionnelle, puisqu'on est tous coincés dans les embouteillages. Et donc, il faut réfléchir un peu différemment, et c'est en train de se faire. Je vous poserai des questions tout à l'heure sur le robot. Thierry Laroupon, cette ville de demain, une ville qui est comment? Beaucoup plus dense, mais aussi beaucoup plus servicielle, c'est le mot que vous employez parfois? Oui, tout à fait, parce que je pense qu'elle doit accompagner ce que tu disais sur la porosité des usages, vie privée, vie publique. Elle va devoir aussi avoir quelque chose qui est essentiel pour les entreprises, c'est d'attirer les talents et de les garder. Et ces talents-là, et cet immeuble-là est un véritable exemple. Moi, je l'ai connu avant. C'est un industriel qui l'occupait, je le connais après. C'est une ruche multigénérationnelle, très active, très inclusive. On a envie d'être là. C'est cet enjeu-là qu'on doit travailler avec les élus, avec les grands donneurs d'ordre, j'en ai un à ma gauche, avec les architectes qui nous permettent de traduire ça dans les faits et de faire en sorte d'avoir cet effet waouh, mais aussi un effet qui soit, je dirais, réversible dans le futur. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que sera le fait de travailler dans un bureau dans 15 ans. Il faut que la ville de demain puisse accompagner cette évolution des usages qui est extrêmement disruptée, extrêmement rapide. Donc ça, moi, c'est un enjeu que je trouve absolument fascinant parce que je trouve que ça fait totalement évoluer nos métiers. Et moi, quand je vois la façon dont on a travaillé sur la conception de la ville de demain, qui est en fait la ville d'aujourd'hui, parce que les produits dont je parle vont être livrés entre 2021 et 2025. Oui. Donc on est déjà dedans. Il faut donc inventer des choses qui vont sortir dans 4-5 ans et qui devront avoir cet effet inclusif qui est attendu par les utilisateurs de 2022, 2024, 2025 et à venir. Parlez-nous peut-être des grandes tendances en termes d'innovation, justement, pour cette ville de demain. Les nouvelles technologies doivent évidemment changer votre quotidien les uns et les autres. Vous allez nous parler ensuite du robot. Un mot sur les grandes tendances en termes d'innovation. L'innovation en matière immobilière, c'est quasiment contradictoire. L'innovation, on imagine quelque chose qui change très très vite, qui va bouleverser la conception de ce dont on est en train de parler dans l'instant, quasiment dans l'instant. Alors que, bien sûr, dans l'immobilier, on se projette sur des durées qui sont longues et sur des bâtiments qu'on n'a pas tous le plaisir de pouvoir brûler une fois qu'ils sont achevés. On sent la frustration, bien sûr. Ouais, parfois. Mais donc, dans cette tendance, aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose qui est très très sain, c'est que l'innovation, on la recherche de plus en plus dans l'architecture elle-même. On a pu, pendant quelques années, chercher de l'innovation dans du gadget, dans parfois des petits outils technologiques, ou des petits services qui pouvaient être apportés au bâtiment, qui, in fine, n'étaient pas des vrais game changers. Aujourd'hui, on revient de plus en plus au basique, à savoir comment est-ce que l'espace architectural lui-même est une partie prenante de l'innovation. Comment, quand on parle d'espace de travail, comment est-ce qu'aujourd'hui on va accueillir les nouveaux modes de travail, les nouvelles façons d'échanger, les nouvelles façons de créer ensemble, non pas juste en faisant de la déco, en mettant 2 canapés au milieu d'une salle de travail, mais au contraire en donnant des lieux qui sont inattendus, des lieux qui sont exceptionnels, des lieux qui sont inspirants et qui vont faciliter l'engagement, la créativité, la collaboration de chacun. Donc ça peut être la place de l'escalier, ça peut être la place des circulations, ça peut être la place de la quote-part des parties partagées. Pendant très longtemps, dans les espaces de bureau, on a cherché à limiter au maximum les espaces partagés pour ne faire que de l'espace privatif. Aujourd'hui, cette générosité se retrouve de plus en plus dans les espaces collectifs où on va échanger, créer différemment et travailler différemment. Thierry Laroupon, sur ça ces peut être innovations. L'innovation sur les matériaux. Nicolas en a parlé avec le bois, mais mon voisin qui est devant en train de regarder ses mails. Il va en parler tout à l'heure. On parlera beaucoup Guillaume mieux que moi, mais ça, Poitrina, c'est un bon exemple d'innovation dans la construction parce que ça veut dire effectivement plus de rapidité, moins d'empreinte carbone, plus de réversibilité. Et ça peut être aussi sur l'acier. Notre futur siège, on réfléchit sur le fait de le construire en acier parce qu'on pense que ça va nous apporter également pas mal de souplesse. Ça peut être, tu l'as dit, sur les espaces extérieurs, sur une opération. On travaille avec Oudéum à Nanterre, Nicolas en a parlé. On a 1,4 hectare de terrasse et pour moi, ça va être des espaces de travail, ça va être des espaces collaboratifs. Je pense que très sincèrement, ça va être là où beaucoup de choses vont se dire. Ça va être un petit peu la nouvelle place du village. Ça peut être l'innovation servicielle, mais il faut que, et tu as totalement raison, il ne s'agit pas de mettre 2 canapés et 3 plantes. Il faut, quelle est la valeur, mais c'est bien, mais ça ne suffit pas. Quelle est la valeur d'usage additionnelle que ça donne à l'utilisateur? Un exemple, un seul, l'intelligence artificielle de quartier. C'est une forme de conciergerie interactive qui fait qu'effectivement, tout ce qu'on va proposer ne va être pas proposé par mode de silo ou vertical d'usage, c'est-à-dire bureau, logement, commerce, etc., mais ça va être partagé avec l'ensemble des différents habitants. Nous, on est allé un petit peu plus loin sur un des quartiers qu'on est en train de concevoir, qui s'appelle 17 Co, qui est entre la porte de Saint-Ouen et la porte de Clignancourt. On a littéralement co-construit
quand on a répondu au concours avec les habitants, avec une appli qui a été gérée par une jeune femme qui s'appelle Julie Pémaudan dans Flucity, et on a co-construit avec les habitants, notamment je pense à la barre de France Habitat qu'il y a derrière, le type de produit qu'ils étaient prêts à accepter dans cet environnement-là. C'est la première fois qu'on a fait ça. Et on a remporté le concours. Voilà. Très bien. Arthur Bamoumani, vous avez créé un robot qui s'appelle Polybot, un robot de construction. C'est quoi un robot de construction? Alors, juste dans la continuation, les objets physiques, notre monde physique et le monde virtuel, ils sont en train de se confondre. On est à WeWork, on est dans un espace, mais en fait, on est dans un espace connecté, une sorte de club mondial du WeWork qui est lié à travers l'Internet et qui permet de faire des connexions bien au-delà de cet espace physique. Pareil sur les objets vont être liés à leur équivalent numérique. Oui. Nous, on imprime en 3D, on écrit des logiciels pour justement lier nos modèles numériques avec les objets physiques qui sont créés. D'accord. Donc notre bureau est en fait une usine. On n'a plus besoin d'envoyer des dessins à un maître d'ouvrage qui va les envoyer. L'idée qu'on voudrait explorer, c'est l'idée de pouvoir envoyer nos fichiers directement au GRU, de ne pas passer par un intermédiaire et de pouvoir adapter les sites de la même manière qu'on envoie des fichiers à nos imprimantes 3D. Donc, comment réfléchir à un robot de construction à l'échelle de la ville? C'était la question qu'on s'était posée et les ingénieurs Arup en Angleterre nous ont donné un fonds pour faire ça. Et donc, on a développé notre robot qui est un robot à câble. Donc, dans l'idée de ces câbles légers, portables, qui peuvent s'adapter à une distance énorme et par un système de poulies, on peut rediriger un élément dans l'espace, s'accrocher au mur d'une ville existante et créer les bâtiments de demain qui, justement, pourront être construits en emmenant les matériaux bruts et laisser le robot venir les assembler et peut-être les désassembler. Pourquoi pas laisser le robot en place? C'est l'idée qu'on a eue et qu'on a développée. Et vous allez tester sur un espace de jeu en particulier ou vous avez un quartier sur lequel vous allez tester ça ou pas encore? Peut-être un jour. Pour l'instant, on l'a installé à Arup. On en a un chez nous, dans cette agence d'ingénierie. La semaine prochaine, on l'installe à la Haute Tate Moderne à Londres. Enfin, on va le mettre dans un espace externe qui va nous permettre de tester ça de manière extérieure. Bon, c'est un projet qu'on a développé justement grâce à nos machines qu'on a, grâce à notre usine. J'imagine que quand on parle d'innovation et quand on parle de développement territorial, il ne faut surtout pas oublier l'ancien. On parle beaucoup de neuf, de nouveau, de construction. Qu'est-ce que l'on fait avec l'ancien pour qu'il participe aussi de ce mouvement dans le développement territorial, qu'il ne soit pas oublié, qu'il ne soit pas laissé comme un musée mort, comme un bâtiment mort finalement qui ne vit pas, mais bien au contraire pour lui redonner vie et peut-être une couche de modernité. Thierry Laroupon, c'est un objectif que vous avez régulièrement? C'est un gros enjeu parce que quand vous prenez le parc uniquement sur l'Île-de-France, c'est un peu plus de 60 millions de mètres carrés. Oui. C'est le premier parc européen, mais c'est un des plus vieillissants. Vous avez plus de 80% de ce parc qui a plus de 20 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un gros enjeu de reconversion, de réécriture et d'interprétation. Cet immeuble est un bon exemple d'un immeuble un peu historique qui est réinterprété puis qui accueille WeWork. Donc ça veut dire que ces immeubles sont, quand on les retravaille, tout à fait adaptés aux nouveaux usages. Je pense également à la rue du Louvre, la poste de la rue du Louvre à côté, qui a été totalement réinterprétée avec Postimo et on voit les différents usages qui peuvent y être. Je pense à l'Hôtel Dieu à Lyon. On a encapsulé par exemple une cité de la gastronomie. Donc voilà. Oui. Je pense à ce que l'on a fait nous sur les Grands Moulins, sur lesquels on a repris ce qui était une minoterie industrielle pour en faire un lieu de création financier. Et puis, je pense à notre futur siège à Boulogne, qui est un ancien hôtel industriel Renault. Je sais que Cécile de Guilbon fait partie de vos intervenants par la suite. Exactement. On va totalement réinterpréter cet immeuble qui avait été signé par un très grand architecte français, qui est Claude Vasconi, réinterprété par Jacob McFarlane. On va faire travailler Dominique Perrault. On va garder à peu près 50% des chaînes industrielles existants. On va réemployer une grande partie des matériaux, des briques, de l'acier dans notre futur siège. Et on va faire ensuite une rue qui va être comme un passage intérieur parisien, totalement ouvert aux habitants. Donc voilà un bon exemple de reconversion d'un ancien atelier industriel qui était un des fleurons de l'industrie automobile de Boulogne-Billancourt, qui va être retravaillé par un acteur de l'immobilier qui va en faire un lieu ouvert aux usages et puis ouvert à la population. Voilà. Bruno, du neuf avec du vieux, du moderne avec du vieux. On aime beaucoup ça. Oui. On aime beaucoup ça. Enfin, comme l'a dit Thierry, je crois qu'on est dans un très bel exemple d'immeuble qui a su trouver une deuxième vie, un second souffle, en sachant accueillir ce qui est
parmi les plus innovants en matière de mode de travail et de mode d'accueil des entreprises incarné par WeWork. Donc effectivement, c'est un enjeu qui est particulièrement important. Après ça, on a, Dieu merci, un parc qui est vieillissant, mais dont une bonne partie est capable d'accueillir ces nouveaux usages et ces nouveaux modes de travail. On vous pose la question, puisqu'on parle de ça, du bien-être des collaborateurs de plus en plus. Arthur, est-ce que quand on vient voir l'architecte que vous êtes, on vous parle maintenant de la place de l'humain, on ne vous parle pas uniquement d'œuvres architecturales, on ne vous parle pas uniquement de murs ou de matériaux, on vous parle d'abord de la vie à l'intérieur et notamment du bien-être des collaborateurs et des gens qui vont vivre dans vos bâtiments? Ah, ça c'est très intéressant. Oui, en effet, il y a des rapports qui expliquent la présence des plantes dans l'espace et qui nous permettent de travailler mieux. Aussi des formes qui sont inspirantes et qui permettent justement la concentration et le rêve. Je sais que Einstein a découvert la relativité en regardant, pas forcément en travaillant, mais en étant distrait et en regardant comme ça le ciel. Et nous, on nous a demandé en effet de travailler sur des bâtiments existants et de réfléchir à des éléments, pas forcément de la fonction pure, oui, comme le pensaient les modernistes, mais de la fonction émotionnelle. C'est assez différent. Nous, on travaille avec des outils algorithmiques, donc on travaille avec des logiciels pour réanalyser justement les paramètres qui guident un bâtiment, que ce soit les paramètres environnementaux, de la structure. Donc, en fait, on fait grandir nos géométries dans l'ordinateur avec l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, les formes qu'on crée sont très naturelles puisqu'elles évoluent dans l'ordinateur comme elles évolueraient dans la nature. Et du coup, ça crée des formes qui sont plutôt inhabituelles. Voilà. Et donc, ça permet d'avoir ce rapport naturel avec des formes artificielles. Je ne sais pas si ça a du sens, mais voilà. Oui, ça a du sens. Bruno, la question, on vous la pose tous les jours, certainement, la place du bien-être des collaborateurs, des visiteurs, des gens qui passent, des gens qui vivent. Elle est centrale. Elle est centrale. Comme l'a dit Thierry tout à l'heure, je pense que la principale problématique, d'ailleurs, qui est rencontrée aussi bien par les startups que par les très grands groupes aujourd'hui, c'est l'attraction des meilleurs talents, c'est la rétention des meilleurs talents, c'est l'épanouissement, le fait de faire croître ses collaborateurs. Et l'outil immobilier est évidemment fantastique pour gérer cette problématique. On est capable, on passe plus de temps au bureau aujourd'hui, ou presque plus de temps au bureau que chez soi. Donc, quelle que soit la forme du lieu, l'interaction entre l'espace de travail et l'individu est évidemment essentiel sur son bien-être, et de nombreuses études ont prouvé que le bien-être était essentiel pour la créativité, pour l'épanouissement et pour l'évolution professionnelle de tout un chacun. Après, ça ne se traduit pas uniquement, encore une fois, par de la verdure, ça se traduit par un rapport à la lumière repensé, un rapport à l'extérieur, un rapport aux fonctions que je vais avoir dans la journée. Comment est-ce que je vais interagir, comment est-ce que je vais croiser les gens avec qui je travaille, où est-ce que je vais les croiser, quelle perméabilité m'offre encore une fois l'espace de travail pour mieux échanger avec mon collaborateur. Et l'outil immobilier doit être placé au centre, encore une fois. Et encore une fois, c'est la conception architecturale, pas la décoration, pas l'animation servicielle, c'est la conception architecturale qui doit être placée au centre de cette problématique. Thierry Laroupon, d'accord là-dessus? On ne peut plus d'accord là-dessus. Moi, ma terreur quand j'étais jeune, c'était de m'ennuyer. C'était pas de pas trouver un job, c'était de m'ennuyer. Ouais. Donc je suis servi, je m'ennuie pas vraiment. Et je pense que ce que tu dis sur les talents, c'est vraiment essentiel. Entourons-nous de gens plus brillants que nous, ça nous poussera vers le haut. Hein. Accessoirement, ils nous remplaceront un jour, mais tant mieux. Quelque part, ça pousse l'entreprise vers le haut. Moi, je regarde souvent 2-3 indicateurs qui sont avant les indicateurs financiers. C'est le GPS. C'est le Global People Survey, c'est pas le truc dans la voiture. Ouais. C'est pour moi un outil de management considérable. C'est quoi le Global C'est que tous les ans chez nous, les collaborateurs sont interrogés sur toute une série d'items, il y en a une soixantaine. Oui. Tout ça, c'est autour du bonheur au travail. Et très sincèrement, moi je crois qu'il y a un trait direct. Quand les gens sont heureux, épanouis, équilibrés, qu'ils ont le sentiment qu'on leur assure la mobilité, la formation, le respect, la diversité, tout ça, ça se traduit par le PIB ensuite, mais ça n'est qu'une conséquence de tout ça. Voilà. Et ça ne doit pas arriver avant cette notion d'être dans une entreprise dans laquelle on sent que vous avez des valeurs, de l'éthique, une stratégie, une direction, des engagements, notamment en termes de RSE. Et moi, je pense que l'architecture, la conception de la ville, tout ça en fait partie.
Et on se rend compte d'ailleurs, j'étais dans une conférence il y a peu de temps où quelqu'un m'a dit mais c'est le bonheur intérieur brut qui vient avant le produit intérieur brut. Ça me fait rigoler, mais en fait pas tant que ça quand on y réfléchit. Donc je souscris totalement à ce que tu viens de dire. Vous avez une responsabilité, tous les trois, dans le développement territorial pour aussi éviter les déséquilibres entre les grandes métropoles, mais aussi des villes plus moyennes ou beaucoup plus petites évidemment. Est-ce que vous êtes concerné chez Real Estate, chez BNP, chez Unibail ou Arthur par des projets? Comment est-ce qu'on arrive à éviter ce déséquilibre et faire en sorte que le wow soit uniquement à Paris, Lyon et Toulouse et que le reste, on a l'impression parfois que c'est abandonné? On vous pose cette question, on vous challenge là-dessus? Oui, on nous a demandé de faire un hôtel qui peut être démonté et remonté d'une ville à l'autre et qui soit capable d'être habité justement par cette communauté nomade. Je pense que l'idée d'une ville plutôt qu'une autre est un peu dépassée dans le sens où on voyage tous, enfin je vais faire dans cette salle, on a accès à des espaces comme ceux de WeWork où il ne s'agit pas d'être dans un lieu, un bureau, une maison, on utilise Airbnb, donc il y a des nouvelles idées qu'il faut appliquer justement à plus de notions, comme par exemple les hôtels, les maisons. Comment réfléchir à ça en tant qu'architecte? Encore une fois, l'idée de structure démontable, c'est pas quelque chose d'évident. On nous enseigne pas ça à l'école. Moi, j'ai regardé plutôt à des gens comme Buckminster Fuller ou des architectes ingénieurs qui pensaient un peu différemment et qui permettaient de penser au projet comme système plutôt que forme. Donc vous disiez pas de décoration, c'est vrai que essentiellement si on pense à un bâtiment comme un système de connexion et de regarder à des choses que l'architecte ne regarde pas normalement, voilà, donc c'est ma réponse à ça. Cette question de l'équilibre territorial, elle vous est posée ou pas forcément? Elle nous est posée effectivement. Après, j'ai envie de dire, les problématiques se retrouvent dans toutes les villes et dans tous les systèmes, les écosystèmes urbains, quelle que soit leur taille. Après ça, effectivement, la taille des projets ou la taille des enjeux n'est pas les mêmes. Mais ce qui fait le fondement de l'évolution de ces problématiques urbaines est le même sous-jacent, à savoir la recherche de mixité, la recherche de polyvalence, la recherche de flexibilité, d'évolutivité. C'est des notions qu'on retrouve quelle que soit la taille de l'écosystème urbain. Thierry? Hier, j'étais à Lille sur un appel d'offres de la métropole de Lille où il s'agit d'interpréter 80 000 m² d'usage au pluriel avec 3 architectes dont un local, un parisien, un italien. On était sur ces usages, on était sur la réinvention des territoires, la porosité, la mixité, exactement sur les mêmes problématiques. C'est quelque chose où il y a des villes qui se sont vraiment énormément illustrées là-dessus. Je pense à Bordeaux, je pense à Lyon avec Confluence. Nos 2 derniers immeubles qu'on travaille, il y en a un à Marseille, l'autre à Nice. Tous, ils sont sur ces nouveaux usages. En Angleterre, on a racheté Stratton Parker. On est sur 65 villes et villages, parce que c'est aussi la ruralité qui est importante pour nous. Et d'ailleurs, chez Strat, un tiers du business est fait en rural. Et il y a des connexions très très intéressantes entre ces grands propriétaires fonciers londoniens qui tout d'un coup se retrouvent avec quelqu'un qui vient leur dire mais finalement ça vous pouvez en faire des espaces de box park, des espaces résidentiels, de la mixité aussi, et puis aussi s'approprient ce type de démarche. Donc moi je trouve que c'est vraiment bien de voir que c'est certainement pas l'apanage d'une métropole nationale, mais on a de plus en plus maintenant ce maillage entre des métropoles régionales qui deviennent des métropoles européennes. Oui. C'est le plein, d'ailleurs, le cas de Lille, c'est le cas de Lyon, c'est le cas de Bordeaux, et c'est le cas de Milan, etc. etc. Donc ça, c'est très bien parce que ça crée une forme de maillage qui, quelque part, échappe à la centralité qui caractérisait un petit peu trop la France. Janine, une petite subsidiaire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui, et j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure avec d'autres intervenants tout au long de la journée, mais finalement de réfléchir sur des lieux dans lesquels on va peut-être vivre de moins en moins parce que le home office se développe, parce que les déplacements se développent, la vie des freelances aussi se développe et on va se déplacer de client en client. Finalement, vous faites des très beaux lieux dans lesquels on va être peut-être de moins en moins pour travailler. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est une idée reçue? Bruno? Alors, je ne sais pas si on y sera de moins en moins, mais en tout cas, ils seront de plus en plus nécessaires. Ils auront de plus en plus de sens, contrairement à ce qu'on peut penser. Effectivement, avec la mobilité qui s'accélère, le siège social, pour l'appeler ainsi, sera un lieu qui devra faire du sens, qui sera un lieu de rencontre, qui sera un lieu de partage des valeurs, qui sera un lieu de plus en plus tourné vers la collaboration physique, là où on aura des meetings par moyens de communication multimédia interposés. Donc c'est des objets dans lesquels on va devoir investir davantage en fonction de destinations qui auront été repensées, encore une fois, axées autour de l'échange, de la création, du partage de valeurs,
Et ça va donner des bâtiments qui vont être encore plus en jeu et encore une fois dans laquelle la composante architecturale, je tourne autour, devra être très précise, pointue et affirmée. Je me plante dans ma question? Oui. En fait, ce que tu viens de dire, c'est que plus que la durée d'usage, c'est la notion de plaisir d'usage qui va arriver. Qu'est-ce qui fait que dans ces bâtiments que vous allez concevoir avec nous tous, avec les sociologues, etc., nos collaborateurs et collaboratrices, nos clients, les gens de la population environnante auront envie de venir? Il faut que ça devienne aussi quelque part des lieux de destination en fonction de séquences de vie qui ne sont peut-être pas forcément les mêmes. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va devoir créer des espaces dont il faut accepter qu'ils soient partagés, qu'ils soient communs, qui ne servent pas de 8h du matin à 7h du soir, mais peut-être le week-end, peut-être tard le soir, des rooftops, des choses comme ça. On est en train de travailler tout ça sur notre futur siège. Je vous donne rendez-vous fin 2021. J'espère qu'on arrivera à une copie qui sera un petit peu enthousiasmante en termes de plaisir d'usage. Sur l'usage, justement, Arthur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les sièges sociaux, les bureaux, tout ça vont se dissoudre. Et on aura des entrepreneurs. La plupart des gens seront des entrepreneurs ou des freelanceurs. Il y aura beaucoup moins d'employés. Et les bureaux vont vraiment devenir l'endroit où les gens veulent aller travailler. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont, je sais pas, en Indonésie, à Bali, en Thaïlande, des entrepreneurs qui ne veulent pas payer les loyers de Londres faramineux et qui vont réduire leur burn rate en allant dans des plages et à travailler. C'est beaucoup plus sympathique et surtout, ça leur permet de survivre plus longtemps pendant qu'ils développent les applications ou les prototypes qui leur permettent de créer leur entreprise. Donc je pense qu'en tant qu'architecte, c'est très important de réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on emmène à cette nouvelle communauté qui émerge, plutôt que de réfléchir à des bâtiments qu'on sait qu'ils vont vraiment s'adapter à cette nouvelle situation. Donc il faut penser encore plus long terme, je pense. Merci de nous amener à penser beaucoup plus loin. Ils étaient vos invités ce matin. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Bruno, Thierry, Arthur. Merci pour ces contributions. À vous trois.